Voici l'histoire de la course d'endurance automobile la plus célèbre au monde. Les 24 heures du Mans. Sur ce circuit, des réputations se sont faites, des records battus. Mais Le Mans, c'est avant tout une course automobile, une passion. Le travail d'une équipe en quête d'une même aventure, même si elle est parfois dangereuse. C'est une course absolument unique et particulière. Elle a un retentissement dans le monde entier. It is a great event, there's no doubt. I mean, it isn't just the circuit, it is the whole atmosphere. You go to Le Mans and it's electric. En français, on dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est ça. Quand on est seul en course et qu'on est loin devant, ça n'intéresse personne. Ce qui est beau, c'est les victoires qui s'acquièrent de haute lutte. We're sitting in a cockpit at 160 degrees plus. We're struggling with the car. It's bucking around and our head with a helmet on is weighing 66 pounds pulling 3G around a corner. My answering machine says, please leave a message. I'm in the car right now. And it started with, yes, I know you're in the car right now because I'm watching you on TV. You're going to break my record. This was obviously from Jack Hicks, and he said, well done and congratulations, and that he was having a glass of champagne. Dans ce programme qui marque les 100 ans de l'Automobile Club de l'Ouest, l'organisation derrière cette grande course, nous étudierons ce qui fait l'esprit du Mans. La tradition, le côté glamour, les meilleurs moments, les succès les plus téméraires. Nous verrons que chaque année en juin, des centaines de milliers de fans viennent en masse des 4 coins du globe. Nous entendrons quelques-uns des meilleurs pilotes nous parler de leurs souvenirs au Mans. Et nous découvrirons ce qu'il faut pour gagner la meilleure course d'endurance au monde. Audi est la marque qui a connu le plus de succès récemment sur le circuit de la Sarthe. La R8 a fini 3e et 4e lors de ses débuts en 1999. Pour finalement gagner les 6 éditions suivantes, offrant au passage en 2005 au Danois Tom Kristensen son 7e titre au Mans, un record. To finish first at Le Mans is a dream. It's something really unique and fantastic. And I had the pleasure in 2005 to drive the car over the finish line, and obviously this was something of a peak experience in my life. Great combination of teamwork and a fantastic race car, and then having this success, it's something very special. La R8 a toujours montré le chemin en matière d'innovation technique. Son V8 de 610 chevaux et à 2 turbos ne pèse que 900 kg. Et les quelques 40 000 km d'essais et de développement qu'elle a subis en font l'une des machines les plus fiables au monde. Mais elle surclasse ses rivales grâce à une boîte à 6 vitesses, remplaçable en seulement 3 minutes et demie. En 2000, Audi, qui a remporté le titre, ne s'est arrêté que 29 fois au stand, soit un total de seulement 30 minutes et 6 secondes hors du circuit. Pilote pour Audi, Emanuele Pirot. Ma se vediamo i libri di storia, la macchina che ha vinto Le Mans è sempre stata quella che ha passato il minor tempo possibile ai box per riparazioni o problemi vari. Mais malgré ses performances et sa fiabilité, la R8 est consignée au livre d'histoire en 2006. Audi revient alors au Mans avec un tout nouveau prototype, la R10. Dotée d'un moteur V12 5,5 litres diesel, la R10 est l'une des voitures les plus sophistiquées et les plus avancées du point de vue technologique. Et sur le circuit, il apparaît très vite évident que la R10 est plus rapide, plus puissante et tout aussi fiable que la R8. Même si ce n'est pas la première diesel à participer aux 24 heures du Mans, il y a eu la Delettré en 1949, c'est la première à l'emporter. 6e victoire d'Audi en 7 ans, et peut-être le début d'une nouvelle ère au Mans, celle du diesel.
Depuis 100 ans, l'Automobile Club de l'Ouest organise ce qui n'était à l'origine qu'un coup publicitaire vantant les mérites de la course d'endurance la plus célèbre au monde. À la fin du XIXe siècle, l'Europe entière s'intéressait au transport motorisé sous toutes ses formes. Au Mans, la famille Bollée était à l'avant-garde de cette industrie. Tout le monde n'était toutefois pas ravi de voir Amédée Bollée au volant de ses créations. En 1875, il lui fallut 18 heures pour rejoindre avec l'une d'entre elles, l'Obéissante, Paris et Le Mans, une distance d'environ 200 km. Lorsqu'on ne lui refusait pas de lui vendre de l'essence, les enfants lui jetaient des pierres du bord de la route. À l'aube du XXe siècle, les exploits des Bollée s'observaient au cours de véritables courses automobiles entre villes. Mais lorsque ces compétitions furent interdites parce qu'elles étaient trop dangereuses, l'Automobile Club de France lança un appel pour organiser une course sur circuit. L'Automobile Club de la Sarthe, futur ACO, fut choisi et on fixa une date pour ce tout premier Grand Prix. Le 26 juin 1906, 32 voitures venues de France, d'Allemagne et d'Italie s'élancèrent sur un circuit de 103 km au nord-est du Mans. La course se déroula sur 2 jours. Il y eut 21 abandons et une Renault l'emporta à une vitesse moyenne de 100 km/h. C'était le début d'une histoire d'amour entre la région et la vitesse. 2 ans plus tard, les frères Wright essayaient leur nouvel aéroplane. Avec l'aide de la famille Bollée, ils utilisèrent le Mans comme base pour leurs premiers vols européens. Et en 1911, le Mans accueillit le premier Grand Prix de France. Après la Grande Guerre, la nouvelle commença à circuler dans la presse, et cela dès novembre 1922, qu'une course serait organisée l'été suivant. 3 hommes, Georges Durand, secrétaire général de la CO, Charles Farroux, journaliste et pilote automobile, et Émile Coquille, industriel, créèrent une course qu'ils souhaitaient sans pareille. Fabrice Bourrigaud, un des membres les plus importants de la CO actuelle. L'idée de faire une course d'endurance les a séduits beaucoup plus qu'un Grand Prix court parce qu'ils trouvaient là la matière justement pour démontrer qu'on pouvait améliorer la performance des voitures, améliorer leur capacité, obliger les marques qui allaient courir cette épreuve des 24 heures du Mans à faire preuve d'ingéniosité, à travailler pour permettre que les moteurs, les boîtes de vitesse, les performances, le confort dans les voitures, les pneumatiques, toute la périphérie des voitures progresse et l'histoire a démontré que ça s'est bien passé comme ça. Le premier Grand Prix d'endurance de 24 heures eut lieu les 26 et 27 mai 1923. Les espoirs de beau temps ne se concrétisèrent pas et spectateurs et pilotes subirent grêle, vent et pluie torrentielle pendant plus de 4 heures. Durant la nuit, les virages d'un circuit de 17 km étaient éclairés par des projecteurs de l'armée. Sur les 33 voitures qui prirent le départ, seulement 3 abandonnèrent. Les vainqueurs de cette première édition furent André Lagache et René Léonard dans une Chenard et Walker française. Ils couvrirent plus de 2000 km à une vitesse moyenne de 92 km/h. 2 marques allaient dominer la course dans les années 30, Bentley et Alfa Romeo, remportant chacune 4 victoires consécutives. L'intérêt international, y compris celui des États-Unis, garantit la survie de la course à ses débuts. Grâce aux efforts de la CO, il ne fallut que 4 ans pour ranimer la course après la Seconde Guerre mondiale. L'édition de 1949 fut remportée par une marque italienne encore relativement peu connue. Mais nous reviendrons sur Ferrari plus tard. Jaguar et Mercedes créèrent de nouvelles références en matière d'ingénierie mécanique dans les années 50. Alors qu'un autre constructeur allemand fit ses débuts en 1951. Mais nous traiterons plus longuement du succès de Porsche au Mans dans quelques instants. Un des moments les plus marquants des anciennes courses du Mans avait lieu avant même la mise en route des moteurs. We had the fantastic thing called the Le Mans Start. The Mans Start means you were on one side of the racetrack, your car was the other side, you run across, get in, push the button, and that was it. Mais pour certains, la course était presque finie avant même d'avoir commencé.
Tony wrote. He ran across and he jumped in and he put his foot through the steering wheel, which you think, well, that's pretty stupid. But, you know, these things happen. You know, you leap in and your foot goes the wrong way and then you have to heave it up and get out. Not disastrous, but it certainly didn't help when he stopped. Le fameux départ façon Le Mans disparut finalement pour des raisons de sécurité. Quand en 1969, Jackie Hicks, à qui la sécurité des pilotes tenait particulièrement à cœur, traversa tranquillement le circuit, s'installa dans sa voiture et attacha son harnais de sécurité, le monde crut qu'il avait perdu la raison. Mais 24 heures plus tard, Hicks était le premier au drapeau à damier et son message était passé. L'année suivante, les pilotes prirent le départ ceinture attachée et en 1971, on introduit le système de grille avec départ lancé. Pourtant, une tradition du Mans resterait perdue à jamais. Les 24 heures du Mans sont connues avant tout en tant que course d'endurance. Mais il y a plus à cette course qu'une compétition de 24 heures. Les team managers, les mécaniciens et les pilotes se préparent religieusement pour l'occasion. Et quand le jour J arrive, tout commence bien avant le feu vert du samedi après-midi. Derek Bell, pilote britannique, 4 fois vainqueur de l'épreuve. You've got journalists, photographers and family and who else coming and ask you questions and want to talk to you. And in fact, you're starting to get rather tired because the race doesn't start till 4 and you've got to stay up another 24 hours racing. En 24 heures, une voiture s'arrête au stand toutes les 40 minutes. Les pneus sont changés à tous les arrêts, les plaquettes de frein tous les 3 ou 4 arrêts et les pilotes toutes les 2 heures. Un bon arrêt au stand ne doit pas durer plus de 90 secondes. Après de si longues heures passées au volant, chaque minute en dehors de la voiture est critique pour les pilotes. Au Mans, on ne dort généralement pas avant le lundi suivant. Paul Frère. En 1960, je n'ai pas dormi de la nuit. Parce qu'il est évident que je voulais avoir la certitude que la voiture était toujours bien en tête, qu'il n'y avait pas de problème. Quand on est dans les profondeurs du classement, je crois qu'on dort très bien. Et c'est pendant les longues heures de la nuit que l'inquiétude commence à se faire ressentir. We're not even halfway yet and cars have fallen out. I'm exhausted, I've had muscular problems. And you think, how are we going to make this the end? And it's still not daylight. Mais les pilotes souffrent aussi mentalement. Une étude récente a montré que le fait de rester éveillé pendant plus de 20 heures produit les mêmes effets sur le corps que d'être sous. The worst time really is at 10 in the morning. You've still got 1,000 kilometers still to go and you feel like you've been there for days. Certains pilotes ont réussi à rester au volant pendant pratiquement toute la course. Raymond Sommer remporta la course en 1933 après 20 heures sans s'arrêter. Tandis que Luigi Chinetti conduit seul jusqu'à la victoire en 1949. Tutto questo fa sì che la gara sia tutt'altro che una passeggiata e già finirla, come diceva il barone de Coubertin, già finirla è una cosa, un gran successo. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. En 1952, après 22 heures héroïques au volant, Pierre Levegh caracolait en tête avec 4 tours d'avance lorsqu'il enclencha la mauvaise vitesse et cassa le moteur de sa Talbot. La course du Mans a vu le jour parce qu'on avait interdit les courses entre villes trop dangereuses après la mort de plusieurs pilotes. La plus tristement célèbre est celle de 1903 entre Paris et Madrid, dans laquelle 8 coureurs avaient péri. La CO offrait le frisson d'une course sur route dans un circuit fermé semi-permanent qui utilisait des voies publiques. La plus célèbre est bien sûr la route nationale 138 ou ligne droite des Hunaudières. Mais en 1955, Le Mans connut l'accident le plus tragique de l'histoire de la course automobile. Le plus classique frein à disque Dunlop utilisé par les Jaguars. 2 heures après le départ, Pierre Levegh, qui avait été invité à piloter pour Mercedes après ses efforts en 1952, vint s'encastrer dans la foule le long des stands après avoir accroché l'Austin Healey de Lance McLean. Des flammes jaillissent, Jaguar ou calmement Lofty England. Levegh et 78 spectateurs furent tués. Pour un tour supplémentaire, cette année-là, Mercedes avait offert le volant de Levegh à Paul Frère, aujourd'hui l'un des journalistes les plus reconnus dans le monde de l'automobile.
Et celui-ci avait dû le refuser car il avait déjà accepté une proposition de la part d'Aston Martin. Qui éclaire cette scène de désolation. Il est évident que 1955 fut un désastre. Ce fut le plus grave accident qu'il y ait jamais eu en course automobile. Mais je crois que la stratégie qu'avait adaptée Charles Faroux, qui était directeur de l'épreuve à l'époque, et que j'ai toujours admiré, je crois qu'elle était la bonne. Parce que si on avait arrêté la course, tout le public, bien entendu, se serait rué vers ses voitures et aurait complètement engorgé toutes les routes qui vont au Mans, et les secours auraient été beaucoup plus difficiles qu'ils n'ont été en 1955, comme ça a été fait. Quelques heures plus tard, sur ordre de Stuttgart, Mercedes quitta la course alors que ses voitures étaient en première et troisième position. Mercedes decided, because John Fitch said, look, I think we should pull out because of what has happened. I didn't actually share his opinion. I couldn't see it's going to bring anybody back. I couldn't see, and obviously I did have an extra ground because we were in two or three laps in the lead with Fangio, and the Mercedes didn't break. You know, I mean, they were really a very solid car. Après l'accident, plusieurs pays interdirent les courses automobiles, dont la France et l'Allemagne. De nos jours, elles sont toujours interdites en Suisse. Il respectait les normes de ce qu'on considérait à l'époque comme étant nécessaire à la fois pour la protection des pilotes, des voitures, mais aussi des spectateurs. L'accident de 1955, il a démontré que ce n'était pas suffisant. Jean-Claude Plassard, président de l'ACO. À la suite, je crois qu'il y a eu des décisions très importantes qui ont été prises sur la sécurité du public. On a repoussé le public un petit peu plus loin de la piste. Sécurité des pilotes. On a mis dans les voitures les ceintures de sécurité. On a mis dans les voitures des habitacles pour les crash tests qui sont renforcés. On a mis des réservoirs d'essence qui ne peuvent pas exploser. Mercedes n'allait pas revenir aux courses automobiles pendant les 32 années qui suivirent l'accident de Leweg. En 1999, le constructeur allemand fut de nouveau sous la sellette lorsque deux de ses voitures eurent des accidents spectaculaires. L'Écossais Peter Dumbrek et le pilote de Formule 1 australien Mark Webber s'en sortirent miraculeusement tous deux indemnes. I couldn't get the front of the car back down at that speed, and I did flip and saw the sky on the ground and the sky on the ground. So it was a horrible experience, and the car was very, very good in terms of the impact. It's very, very safe, but obviously those cars were dangerous in that situation. Mercedes n'a pas eu beaucoup de chance au Mans. Ils n'ont gagné que 2 fois, en 1952 et avec Sauber en 1989. Depuis la première édition des 24 heures en 1923, l'ACO a mis en place de nombreux règlements en matière de sécurité. Ils rendirent les casques obligatoires en 1926. Vinrent ensuite les bacs à sable, les terre-pleins et les barrières autour du circuit. Après la tragédie de 1955, les anciens stands furent rasés et les nouvelles mesures de sécurité coûtèrent à l'ACO un total de 300 millions de francs de l'époque. Safety-wise, obviously it's a lot safer, because when we were thundering down the straight in 71 at 246 miles an hour, I didn't know any different, and it was in another world. You get over 200 and it does actually feel a little different, and you know there's not much you can do to control it. On ne cessera pas de louer la différence entre la sécurité sur le circuit passé et celle actuelle. C'est ce qu'estime Jackie Hicks, vainqueur à 6 reprises et fidèle coéquipier de Derek Bell. Je pense que c'est la nuit et le jour. La nuit et le jour. Je pense que les progrès qui ont été accomplis tant sur les circuits que pour les voitures sont si immenses qu'on considère maintenant un accident grave comme quelque chose d'exceptionnel et presque inacceptable. Les 24 heures du Mans ont une place tellement importante dans le calendrier sportif français qu'on peut pratiquement régler sa montre dessus.
Il y a pourtant eu des occasions où il a fallu retarder son départ. En 1936, la crise économique, les grèves dans l'industrie automobile et les pénuries d'essence poussèrent l'ACO à annuler la course. Le voulez-vous, camarades? Oui! Pour les revendications légitimes? Elle fut aussi suspendue pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant le conflit, la Luftwaffe utilisait l'aérodrome adjacent au circuit, si bien que les Alliés bombardèrent fortement la région et que la zone des stands fut sévèrement endommagée. Une demande d'autorisation pour reconstruire le circuit fut déposée dès 1946, mais ne fut acceptée qu'en janvier 1949. Et c'est au prix de grands efforts que le départ de la course put de nouveau être donné en juin de la même année. En mai 1968, les fameuses manifestations étudiantes éclataient dans les universités de la capitale. Les bouleversements économiques qui suivirent furent énormes. Et plus de 10 millions de Français, soit près de 2/3 de la population active, se mirent en grève à travers le pays. Malgré ces bouleversements, la course eut tout de même lieu, mais en septembre. L'ACO s'est beaucoup développé depuis sa création. Le circuit Bugatti, circuit complet et permanent, fut créé en 1966. L'année suivante, il accueillit un Grand Prix de Formule 1. C'est en 1978 qu'on inaugura les premières 24 heures du Mans moto. Mais ce ne sont pas 2 courses par an qui allaient assurer à l'ACO un avenir sans nuages. Le Mans accueille à présent plus de 10 épreuves chaque année, dont le Grand Prix de France moto et le Mans classique. On y retrouve aussi le festival de Dragster. Et en 1991, l'ACO organisa avec seulement 2 semaines de préavis le Grand Prix du Mans moto en remplacement du Grand Prix du Brésil qui ne pouvait plus avoir lieu. Les 24 heures du Mans camion ont lieu tous les ans depuis 1981. Même s'il ne s'agit pas d'une course de 24 heures, ce festival de 2 jours comprend plusieurs épreuves de vitesse, de conduite et de précision. Tous ces événements renforcent la notoriété de la marque Le Mans. Le Mans, vous le disiez tout à l'heure, est connu dans le monde entier. Et actuellement, on a presque 1,5 milliard de téléspectateurs dans le monde. Et Le Mans est télévisé dans 110 pays, je crois. S'il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de sponsor. S'il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de course. Mais le nom du Mans s'étend maintenant bien au-delà de la Sarthe. On a aujourd'hui 10 courses aux États-Unis qui s'appellent American Le Mans Series. Parce qu'aux États-Unis, il y a des grands constructeurs que tout le monde connaît qui sont Ford et General Motors. Mais on a décidé aussi d'organiser des courses en Europe pour penser aux constructeurs européens. Et puis on a commencé cette année 3 courses au Japon. Même si Jean-Claude Plassard est l'actuel président de l'ACO, il n'a pas toujours le temps de suivre la course en juin comme il le souhaiterait. Le président ne regarde pas beaucoup la course parce que le président est beaucoup demandé par beaucoup de gens qui pensent que c'est la seule journée de l'année où on peut voir le président, parler avec lui, alors que le président est là, présent ici toute l'année. Il est bénévole, il est volontaire, mais il est là toute l'année. Et donc pendant 24 heures, il y a beaucoup de gens à voir et on ne suit pas la course comme on voudrait la suivre. Dans les années 30, Enzo Ferrari était team manager d'Alfa Romeo. Après la guerre, il fit courir ses propres voitures et gagna la course dès sa première participation en 1949. La Scuderia l'emporta de nouveau en 1954 et en 1958. Mais c'est dans la première moitié des années 60 qu'il se fit véritablement un nom au Mans. Enzo Ferrari était un homme résolu. Il s'en prenait souvent à ses pilotes et ses techniciens, sans oublier les organisateurs de courses, et interprétait souvent les règles à sa manière. Paul Frère remporta Le Mans en 1960 au volant d'une Ferrari Testarossa avec son compatriote belge et héros de guerre Olivier Gendebien. Ferrari était certainement un homme difficile, c'est certain, et qui, à partir du moment où son écurie a pris de l'importance, est devenu star parmi les voitures de Formule 1 et d'endurance d'ailleurs aussi.
Il était devenu assez insupportable avec les gens qui désiraient le voir. Il faisait attendre n'importe qui, même des personnes haut placées, pendant des heures après l'heure qui avait été fixée pour le rendez-vous. Après des débuts timides, Ferrari devint vite un monstre de l'industrie automobile. Sa philosophie était de construire des engins puissants, souvent au détriment de la maniabilité de la voiture. Il fallait parfois une bonne dose de technique et de brio pour l'emporter au volant d'une Ferrari. Mais cela n'empêcha pas Ferrari de gagner toutes les éditions au Mans entre 1960 et 1965. En fait, durant cette période, seulement 8 autres voitures réussirent à se placer dans le top 6, les Italiennes remportant toutes les places. En 1963, la Ferrari 250p devint la première voiture à moteur central à triompher dans la Sarthe. Ce fut aussi la première année qu'une voiture italienne l'emportait avec 2 Italiens au volant, Ludovico Scarfiotti et Lorenzo Bandini. Cette année-là, les Ferrari finirent première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. La victoire de Jochen Rindt en 1965 reste la dernière victoire de Ferrari au Mans. De l'autre côté de l'Atlantique, Ford s'était depuis toujours développé grâce à la production en masse. Entre 1908 et 1927, plus de 15 millions de Ford sortirent des chaînes de montage de Détroit. Mais le constructeur américain n'engagea pas de voitures dans la course avant 1963. Pour faciliter leur entrée dans les courses automobiles au plus haut niveau, Henry Ford Jr. avait offert 15 millions de dollars pour racheter Ferrari. Mais les négociations s'étaient mal passées et l'opération ne s'était pas faite. Frustré, Ford avait alors une revanche à prendre. Des millions de dollars furent mis à disposition et Phil Hill, ancien pilote de Formule 1 en grippe avec Ferrari, avait même quitté la Scuderia pour apporter son aide. Et avec Ferrari affaibli par des grèves industrielles en Italie en 1966, la voie était libre pour que les nouvelles Ford éblouissent. Lors des essais, elles atteinrent la plus grande vitesse jamais enregistrée au Mans, 330 km/h dans la ligne droite des Hunaudières. Cette année-là, Chris Amon et Bruce McLaren remportèrent la victoire pour Ford qui finit premier, deuxième et troisième. Il leur avait fallu 3 ans pour concrétiser. Mais avec 13 GT40 au départ, Ford n'était pas venu pour plaisanter. En 1967, la nouvelle Mark IV de Ford semblait intouchable en vitesse pure. À plus de 320 km/h, les pare-brises se brisaient au visage des pilotes lors des essais. Mais lors de la course, la voiture atteint la ligne d'arrivée en un seul morceau et à la première place, juste devant 2 Ferrari. Dan Gurney et A.J. Foyt, tous 2 américains, étaient au volant de la voiture victorieuse, battant au passage tous les records de vitesse et de distance de la course. Ford l'emporta de nouveau au Mans en 1968 et 69 avec ses GT40. Mais la fin des années 60 marquait aussi la fin du duel entre la détermination de l'Américain et le flamboyant Italien. La bataille Ford-Ferrari avait offert au Mans une superbe décennie de course automobile et confirmé sa réputation de course la plus glamour au monde. Et puisqu'on parle de glamour, motor racing was glamorous. I would certainly keep my eyes open for good-looking girls around circuit, but it doesn't happen now. Pendant des années, Le Mans a attiré les célébrités du monde entier. En 1979, Paul Newman, légende hollywoodienne, n'était pas venu que pour les photographes. Il prit part à la course, finit 2e au classement général et signa le 2e temps le plus rapide de son équipe. Des champions sportifs, comme ici Jean-Claude Killy, aux acteurs et aux gravures de mode, les 24 heures du Mans offrent l'opportunité de voir et d'être vus. Le Mans semble aussi attirer les caméras des meilleurs cinéastes au monde. Après Un homme et une femme, Claude Lelouch nous raconte en 1964 ses 24 heures d'amant.
2002, c'est Luc Besson qui s'intéresse au Mans pour son adaptation de la bande dessinée de Jean Graton, Michel Vaillant. Il nous y raconte l'histoire d'un pilote à la fois audacieux et humble. C'est exactement ce que je me dis et je confirme. Mais un film a fait connaître Le Mans plus que tout autre. En 1970, Steve McQueen, lui-même pilote émérite, vint filmer Le Mans. McQueen utilisa les services de pilotes comme Joe Siffer et Derek Bell pour filmer de réelles images de la course. Bonne idée si l'on considère les risques qu'il était prêt à prendre pour obtenir les meilleures images possibles. As we came through, there on the white line in the middle of the road was a cameraman lying there holding the camera like this, lying down, holding the camera. John Sturgis gets on his intercom thing and he says, "Steve, get down here, will you?" So Steve comes polling up. And John says, "What the heck are you doing down there?" He said, "You put a cameraman in the middle of the road." And Steve said, "I didn't put a camera in the road." He said, "Well, Joe just said, there's a cameraman lying in the middle of the road taking a film." And Steve says, "Yes, it was me." Malgré les critiques de l'époque, le film fait maintenant partie des classiques du genre. Il y a la vitesse, il y a le danger, il y a beaucoup de choses qui sont, beaucoup d'émotions et qui sont extraordinaires. Et je crois que les hommes de cinéma ressentent très fort cette émotion et veulent la retransmettre. Le film a eu une telle influence au Japon qu'il a donné l'envie au patron de Mazda d'essayer de qualifier une voiture pour la course. En 1973, la Mazda MC73 réussit 79 tours avant que son embrayage ne la lâche. 18 ans plus tard, en 1991, après plusieurs tentatives de Toyota et de Nissan, Mazda devint le premier et jusqu'à présent seul constructeur japonais à remporter les 24 heures du Mans. Ce fut aussi le seul à le faire avec un moteur rotatif Wankel, interdit par la FIA l'année suivante. Même si la course dure 24 heures, Le Mans a eu son lot de victoires au sprint. En 1933, l'Italien Tazio Nuvolari, sur Alfa Romeo, battit son compatriote Luigi Chinetti, lui aussi sur Alfa, de seulement 10 secondes, soit environ 400 mètres. Lors de la victoire orchestrée de Ford en 1966, les lauriers furent offerts à Chris Amon, alors qu'il avait été deuxième derrière Denny Hulme pour la plus grande partie de la course. Il avait été alors décidé qu'il avait parcouru une plus grande distance que Hulme parce qu'il était parti de plus loin sur la grille. History will probably say that that was my greatest win because there wasn't too many other ones. But one of the nice memories I have of Le Mans is that it was with Bruce McLaren and we were both New Zealanders and it was huge to both of us at the time, I think. 3 ans plus tard, l'étoile de Ford commençait à pâlir et la nouvelle Porsche 917 se faisait un nom. L'édition de 1969 allait devenir l'une des courses les plus dramatiques de l'histoire du Mans. Cette année-là, le rythme de course était tel que l'on se serait cru dans un Grand Prix. L'épreuve se transforma vite en une véritable guerre entre la Ford GT40 de Jackie Hicks et la Porsche 908 de Hans Hermann. Toute la course fut tendue et se termina en un sprint historique. Porsche restant handicapé par des problèmes techniques, Hicks obtint la première de ses 6 victoires avec une avance de seulement 120 mètres. Ce fut la course la plus serrée de l'histoire du Mans. Chaque année, plus de 200 000 spectateurs viennent voir les 24 heures du Mans. Tous ont une passion et tous veulent vivre le plus près des voitures. Un grand nombre d'entre eux vient de Grande-Bretagne. Il est fréquent que 35 à 40 000 mordus de la mécanique traversent la Manche pour leur pèlerinage annuel au Mans. So many Brits go over, there's the whole build-up, you know, they go over on the ferries, they go through the tunnels from Britain. And it was just so wonderful on a Monday night to come back on the ferry with all the guys that had been watching the race, and they just thought it was wonderful that I sat with them and chatted and had dinner with them, with my family. It's the whole atmosphere. Les Britanniques n'avaient pas assisté à la victoire d'un constructeur anglais depuis l'hégémonie de Jaguar dans les années 50 et la victoire d'Aston Martin en 1959. Mais 1988 allait changer tout ça.
Le team Tom Walkinshaw Racing arriva avec 5 Jaguar 7 litres V12 700 chevaux, une voiture complète de rechange, suffisamment de pièces pour reconstruire une voiture et un avion privé prêt à décoller au cas où ils auraient besoin d'autres pièces. Ils avaient aussi amené 14 pilotes, une équipe de plus de 100 personnes et 2500 pneus. Dans ce qui allait être la deuxième course la plus rapide au Mans, le leader changea 22 fois. Mais la victoire échut finalement à Jan Lammers, Andy Wallace et Johnny Dumfries sur Jaguar. Considérée par tous comme un grand moment de l'histoire du Mans, cette victoire mettait aussi fin à une série de 7 victoires consécutives de Porsche. On dit que l'émotion était si forte cette année-là que les spectateurs de toute nationalité étaient en larmes. Pour nourrir tous ces fans, on sert en un week-end 40 000 baguettes et 10 000 tonnes de frites. Le tout arrosé de plus de 72 000 litres de bière. Et il n'y a que 65 locaux sanitaires autour du circuit. C'est une affaire d'endurance pour tous. Et lorsque les voitures continuent de tourner dans la nuit, il y a bien sûr la fameuse fête foraine. À l'aube, les effets de la nuit sont évidents. Puis, quand vient 4 heures le dimanche après-midi, l'émotion prend souvent le pas sur les spectateurs. C'est moi qui, en 60 qui ai fait le dernier tour, le dernier relais. Et voir tout ce monde qui se rassemble, il y a de plus en plus de monde autour des circuits et qui, dans les derniers tours, déjà applaudissent. Et puis quand tout est terminé, que la foule envahit le circuit comme ça, la voiture a été beaucoup plus abîmée par les gens à l'arrivée qu'elle n'a été abîmée en course. Pour certains pilotes, le soutien des fans va au-delà des applaudissements. I met my first wife there. I was standing on top of the pits watching what was going on, and I saw this girl on the other side of the track, and I thought, she looks pretty good. And I got a pair of binoculars and pretended I was watching the cars going by and focused in on her. I thought, boy, all right. So then I waved, and she waved back. And so I said, well, you know, why don't you come over here? And she said, I haven't got an armband. So I took one and held it up and said, well, I'll meet you under the... So I met her in the tunnel. Au Mans, vous avez la possibilité d'être près de vos héros, et ils en apprécient la course d'autant plus. Any success you have at Le Mans, it's nice to share that with the fans. I think fans are very important. They're the reason that we're at the racetracks. And to have people who go to the lengths they do to enjoy our sport, I think that we do owe them something. Yes, I think they're very important. Les fans français ont eu peu souvent l'occasion de célébrer leur pays au Mans. Des marques comme Chenard et Walker, la Lorraine et Bugatti remportèrent 6 victoires avant la Seconde Guerre mondiale. Après le succès de Talbot en 1950, aucune voiture française ne l'emporta au Mans pendant 22 ans. Mais en 1966, la branche des sports mécaniques du groupe industriel Mécanique Action Traction, plus connu sous le nom de Matra, participa pour la première fois aux 24 heures du Mans. En 1972, ils prouvèrent qu'il fallait compter avec eux. Matra avait exactement les moyens nécessaires pour mettre en place ce qu'il fallait pour essayer de gagner le Mans contre Ferrari et contre Porsche. Avec la limitation des voitures à un moteur 3 litres en 1972, on attendait beaucoup des V12 de Matra. Le président de la République lui-même était présent sur le circuit. Pour le bonheur de la foule, Matra finit premier et deuxième. L'équipage victorieux, Henri Pescarolo et Graham Hill. Le Britannique devint ainsi le premier pilote à faire le triplé. Champion du monde de Formule 1, vainqueur d'Indianapolis 500 et vainqueur au Mans. L'année suivante, Matra l'emporta de nouveau devant une armée de Ferrari. C'était la dernière fois que Maranello allait envoyer une équipe d'usine au Mans. Troisième victoire consécutive pour Matra et Pescarolo en 1974. Et l'équipe française, qui n'avait plus rien à prouver, se retira de la compétition.
D'autres succès français suivirent. La superbe victoire de Renault en 1978 et l'exploit de Jean Rondeau en 1980, qui fut le premier pilote à gagner la course au volant d'une voiture de sa propre conception. En 1988, c'est une WM Peugeot qui franchit pour la première fois la barre des 400 km/h. Le constructeur français allait continuer sur sa lancée et l'emporter en 92 et 93. Il n'y a pas eu d'autres victoires françaises depuis. C'est Henri Pescarolo qui défend désormais les couleurs de la France. Depuis 2000, le quadruple vainqueur est patron de sa propre écurie. Une période qui coïncide malheureusement avec la domination des Audi. 2007 sera de nouveau pour lui l'occasion de défier son grand rival allemand, mais marquera aussi le retour d'un autre adversaire de taille, puisque Peugeot revient au Mans, et cette fois-ci avec un diesel. Pescarolo ou Peugeot pourront-ils battre la R10 et redonner ainsi le sourire aux fans français? En matière de technologie, les constructeurs ont toujours repoussé les limites de l'impossible pour améliorer l'automobile. Et de la fiabilité à l'aérodynamique, les 24 heures du Mans ont toujours servi de laboratoire de développement. Phare plus puissant, sécurité du conducteur, plaquettes de frein, efficacité des carburants, fiabilité des moteurs, pare-brise, essuie-glace. Des améliorations développées au Mans dont bénéficie aujourd'hui la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Le Mans est une course d'histoire et de tradition. Et les exemples de progrès technologiques et de génie mécanique sont légion. En 1933, le réservoir d'essence de l'Alfa Romeo que conduisait Tadzio Nuvolari eut une fuite. Les mécaniciens utilisèrent d'abord du savon, puis un morceau de chewing-gum pour boucher le trou. Cela fut suffisant pour offrir au géant italien son unique victoire au Mans avec seulement 10 secondes d'avance. I drove a Mazda there, I think a saloon, really fast car, but there was no air ducting properly and it kept misting up on the windscreen. I mean, I can't tell you how difficult it was. Dans les années 50, Jaguar obtint 5 victoires au Mans, un succès dû en grande partie aux technologies aéronavales utilisées lors de la création de la Type C. Le constructeur anglais fut aussi responsable de l'introduction des freins à disque, alors que les autres en étaient encore aux freins à tambour. Mais les modèles d'hier sont loin de ressembler aux monstres futuristes en fibre de carbone et Kevlar qui foncent à plus de 300 km/h sur les unes d'hier aujourd'hui. Cars these days, the brakes are the major difference. And it is, for me, it's the braking getting into the corner that is amazingly fast. That's something you have to adapt to. And somebody, if Sterling got in it, or Paul Fred got in to drive a current car, they wouldn't believe the braking. La différence, c'est que ces voitures d'aujourd'hui sont beaucoup plus faciles à conduire. Avec les boîtes de vitesse actuelles, d'abord, on n'a plus que 2 pédales. Donc on ne s'occupe plus de pédale d'embrayage, de double débrayage pour changer de vitesse, tout ça. C'est clac, 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 les petites palettes sous le volant. Et ça simplifie beaucoup les choses. Les pilotes décrivent souvent le Mans comme la course où ils passent plus de 85% du temps le pied sur l'accélérateur, ce qui exige énormément du moteur et de la transmission. Chris Amon, vainqueur en 1966, avait sa manière toute personnelle de gérer ses problèmes mécaniques. I think in 71, with the Matra I was driving was Jean-Pierre Beltoise, and we were running second at 10 o'clock on Sunday morning, which meant that we only had 6 hours to go, and something broke on the car. The next year I was driving again with Beltoise. I said to him, you know, if this car's not going to finish, let's get it over nice and early. And the engine broke on the first lap. So he followed my instructions. Une marque restera à jamais liée au Mans. Porsche vint pour gagner des courses. Pour cela, le constructeur de Stuttgart en fit une véritable religion. Derek Bell a gagné 4 de ses 5 titres avec Porsche, tous dans les années 80. It was the most wonderful part of my life, because although I had great times with other teams and Ferrari and others, there was nothing like winning with Porsche at Le Mans and then to win it, you know, the number of times we did.
Ferdinand Porsche créa sa société en 1931. Mais entre ses débuts au Mans en 1951 et la fin de l'ère Ford en 1969, le constructeur allemand n'obtint aucune victoire dans la Sarthe. Les 120 Porsche ayant pris part à la course durant cette période n'avaient réussi à obtenir que des victoires à l'indice de performance. Porsche développa une voiture spécialement pour Le Mans, la 917. Et en 1970, ils franchirent la ligne d'arrivée en tête, 2 917 aux 2 premières places. Cette année-là, le constructeur de Stuttgart remporta la victoire dans toutes les catégories. L'année suivante, 33 des 49 partants étaient des Porsche. Une fois de plus, les 917 finirent aux 2 premières places, battant au passage tous les records de vitesse et de distance. Vers la fin des années 70, Porsche dévoila la 936. Dans les mains de Jackie Ickx, la 936 offrit 3 autres victoires à la marque allemande, en 76, 77 et 81. En 1982, la FIA changea les règles en matière de consommation de carburant et d'aérodynamique des voitures du groupe C. Mais les choses continuèrent de plus belle pour Porsche. Ickx remporta une 6e victoire, un record à l'époque, et les Porsche finirent une fois de plus aux 3 premières places. Le modèle star de cette édition, la 956, qui allait devenir la voiture la plus titrée au Mans. L'année suivante, les 956 finirent aux 8 premières places. Porsche l'emporta 7 fois de suite au Mans entre 1981 et 1987, un record qui reste à ce jour inégalé. Porsche obtint 2 nouveaux titres avec des voitures privées en 1996 et 1997. 97 étant la première victoire de Tom Kristensen aux 24 heures. La dernière Porsche à gagner au Mans fut la 911 GT1 en 1998. Mais le constructeur s'intéresse de nouveau aux courses de prototypes. La RS Spider participe cette année au American Le Mans Series. Et qui sait si elle ne célébrera pas bientôt la 17e victoire de Porsche au Mans. Le Mans is very, very fast. There are no circuits in the world with so many fast corners. It is glorious to actually get a rhythm in those speed. And you can feel, you look at your rev counter and you're pulling 100 revs more than last time, and you know you're going to do a better lap than you've ever done in your life before. Le circuit du Mans a été modifié 12 fois depuis sa création en 1923. Il est donc difficile de juger quel a été le tour le plus rapide de son histoire. Les changements apportés l'ont été pour améliorer la sécurité des pilotes et du public. En 1990, 2 chicanes ont été ajoutées sur la ligne droite des Hunaudières pour se conformer aux nouvelles directives de la FIA, Fédération internationale de l'automobile, stipulant qu'aucune ligne droite de circuit ne devait dépasser 2 km. Malgré tous ces changements, il y a un record officiel de la vitesse la plus rapide atteinte sur le circuit. En 1971, le circuit faisait alors 13,4 km, quand Jackie Oliver boucla un tour en 3 minutes et 18 secondes au volant d'une Porsche 917, soit une vitesse moyenne de 244,387 km/h. La même année, Helmut Marko et Gijs Van Lennep créèrent un nouveau record de distance au volant d'une 917 en parcourant 5335 km. Depuis 1923, le Grand Prix d'endurance du Mans représente un défi comme nul autre pour les constructeurs du monde entier. Grâce à l'ACO, c'est toujours un des événements sportifs phares de l'année. Des constructeurs comme Ford, Bentley, Matra, Aston Martin, Alfa Romeo, Renault, Jaguar, Ferrari, Porsche, McLaren et Audi sont désormais liés à tout jamais à la course automobile, grâce sans aucun doute à leur succès au Mans. Mais les victoires s'obtiennent aussi grâce à la bravoure, l'opiniâtreté et parfois la chance. Certains pilotes resteront toujours à l'esprit. Le Belge Olivier Gendebien, premier pilote à remporter 4 fois l'épreuve. Quatre victoires aussi pour le Français Henri Pescarolo.
De même que pour son compatriote Yannick Dalmas. Et 2006 fut l'année de la 4e victoire conjointe de l'Italien Emanuele Pirro et de l'Allemand Frank Biela. Le Britannique Derek Bell a gagné 5 fois les 24 heures du Mans. Alors que le premier Monsieur Le Mans, le Belge Jackie Ickx, les a remportés 6 fois. Mais le pilote le plus titré du Mans vient du Danemark. 7 victoires pour Tom Kristensen.